Bonsoir les amis, c'est Christian et bien c'est Léa Franchi. Nous allons couvrir rapidement les informations sur les crypto-monnaies. Je suis en train de partager une page sur CoinGecko. Le nombre total des jetons en circulation est de 14 023. Ok, si vous vous souvenez, quand j'ai commencé à faire ce genre de présentation, j'étais à 13 000 quelque chose. Ça fait que croire. Pendant ce bull market, j'estime que nous serons à plus de 16 000 avant la fin du bull market. Ok, et parmi ces jetons, il faut comprendre une chose, c'est que 95% de ces jetons sont des scams où 95% de ces jetons disparaîtront d'ici les 5 prochaines années. Donc, en investissant, il faut être extrêmement prudent. Au niveau de la capitalisation totale des crypto-monnaies, nous sommes à 2,5 trillions. Vous vous souvenez, il y a environ un mois, nous avons de 2,9 trillions. Ça veut dire en quelque sorte qu'il y a presque 400 milliards de dollars qui sont sortis des marchés des crypto-monnaies. OK? Au niveau de la dominance du Bitcoin, nous sommes plus à 50%, Ethereum 15%, pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Au niveau du prix du Bitcoin, vous voyez que il y a beaucoup de sideways. Le prix du Bitcoin ne descend pas, ça n'augmente pas. Ça fait en quelque sorte du sideways. Et le plus souvent, quand ça fait le sideways, ça veut dire qu'il y a une certaine compétition entre les vendeurs et les acheteurs. Il n'y a personne. Et tant qu'il n'y a pas de vainqueur, le Bitcoin, on ne saura pas quelle direction le Bitcoin prendra. Si le Bitcoin descend davantage à 58 000 dollars, 54 000 dollars, ça veut dire que les vendeurs ont perdu la bataille et les acheteurs et certaines personnes pourraient rentrer sur le marché, acheter davantage à ce bas prix-là. Mais quand c'est sideways, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup d'activité au niveau de la captation totale des crypto-monnaies. OK? Il faut surtout prêter attention à ces sideways. Le prix du Bitcoin n'a pas beaucoup changé. C'est un peu la réalité pour la majorité des cryptos actifs depuis ces dernières semaines. Certains devraient en quelque sorte se poser la question de savoir, après le halving, pourquoi il n'y a pas un boom sur le marché du crypto-monnaie. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne. Avant de revenir sur ces explications-là, on va jeter un coup d'œil sur Crypto Bobo. Vous voyez, on a un sentiment euh, de bear market parce que pendant le bull run, parabolique, OK, on devrait voir des pourcentages un peu comme si c'est 98%, 56%, 200%. On n'y est pas encore. Et là, et comme quelqu'un se demandait pourquoi après le halving, on ne vit pas ces expériences de bourron immédiat. Non, ce n'est jamais le cas. Ça prend environ 4, 5, 6 mois pour qu'on commence à voir une hausse massive sur les marchés. Et je l'ai expliqué plusieurs fois ici, il faut que plusieurs éléments se mettent ensemble. Et comme je suis devant mon écran aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ces éléments-là. OK? Le plus souvent, je vous dis, il faut que le taux directeur soit réduit à un niveau où on atteint en quelque sorte le quantitative easing, ce qui permet en quelque sorte aux individus d'avoir accès au cash pour pouvoir consommer. Si les gens ont accès au cash pour pouvoir consommer, aussi pour pouvoir investir, ils pourront entrer sur les marchés. Ce n'est pas le cas en ce moment. Et je vais faire une comparaison entre les différents marchés pendant les 15 dernières années qui couvraient en quelque sorte les 3 derniers bourrons. OK? Je vais laisser par partager mon écran pour vous faire cette démonstration-là. Un instant, les amis. Ici, je vais vous montrer rapidement le taux d'inflation aux États-Unis pendant les 10 dernières années. OK? Observez avec moi ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années. Et aussi, pendant les 10 dernières années, je pense on a expérimenté trois bourrons. OK? Bon, ce bourron n'a pas encore lancé, mais ça fera trois bourrons. OK? Regardons un peu pendant de, le bourron de 2016. OK? Pendant le bourron de 2016, le taux d'inflation aux États-Unis était de 0,2%, donc presque négatif. OK? Et pendant le bourron de 2000, pardon, le bourron, pendant le halving, je reviens un peu sur ce que je voulais dire. Pendant le halving de 2016, le taux d'inflation avoisinait les 1%. OK? Et le taux d'inflation
pendant le bull run était à 2,7%. Parce que le bull run de 2016 a vraiment kick-off en 2017, OK? Donc, on était à 2 points, le taux d'inflation était à 2,7%, OK? Et le taux d'inflation naviguait autour de 2,7%. Ça s'approchait un peu de 3%, mais c'était un taux d'inflation contrôlé, OK? Pendant le bull run, pendant le halving de 2020, pendant le halving de 2020, le taux d'inflation était à 1,5%, 0,3%, ce qui était en quelque sorte dans le benchmark de la Réserve fédérale. Donc, il n'y avait aucun danger pour une augmentation des taux d'intérêt et des taux directeurs. Et je vais aussi vous montrer ces taux de directeurs dans un instant. OK? Donc, vous observez que le taux d'inflation était vraiment contrôlé. OK? Et vous allez constater que après, en 2021, ce qui s'est passé avec le COVID, il y a eu une interruption au niveau de ce qu'on appelle la logistique et le transport. Et ce qui a fait en quelque sorte que le prix, les marchandises, les biens, les commodities deviennent rares. OK? Et quand les commodities sont devenues rares, les prix ont commencé à augmenter. C'est pour ça que vous voyez que on a commencé à avoir une hausse un peu massive sur les taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation, en quelque sorte, aujourd'hui, a été créé par la situation du COVID. En quelque sorte, c'est un des exemples. OK? Donc, c'est pour ça que vous allez voir, pour lutter contre ces taux d'inflation, la Réserve fédérale a été obligée d'augmenter les taux d'intérêt pour pouvoir réduire la consommation et créer en quelque sorte une baisse des prix sur les marchés. Et aussi, il y a aussi des facteurs, comme je vous l'ai dit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait à ce que le prix du pétrole augmente sur les marchés internationaux. Okay? Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Donc, avec cette hausse des taux d'inflation, il fallait que la Fed vienne augmenter les taux directeurs. OK? Et depuis qu'ils ont commencé à augmenter les taux directeurs, vous voyez un peu cette tendance des taux d'inflation vers la baisse. OK? Et vous voyez que il y a eu des annonces aujourd'hui qui disaient que le taux d'inflation en mars était à 3,5%. Donc, il y a eu une croissance. Je crois que au mois de février, le taux d'inflation était à 3,3%. S'il y a bonne mémoire, corrigez-moi si je me trompe, je le fais par mémoire. Et en janvier, le taux d'inflation était, je pense, à 3,1%. En mars, en février, 3,3%. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, après l'annonce qui s'est passée, nous sommes à 3,5%. Donc, le taux d'inflation prend une direction vers la hausse. La question se pose de savoir est-ce que la Fed va baisser les taux directeurs. Comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'un seul facteur qui détermine le bull run. Il y a plusieurs facteurs qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir déterminer le bull run. Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne. OK? Donc, tous ces facteurs ne sont pas mis ensemble. Il y aura un bull run, mais si le bull run sera parabolique, loin s'en faut. Pourquoi on ait un bull run stratosphérique? Ce qu'on aura, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Pour ceux qui sont patients, les gars, vous aurez votre bull run stratosphérique. Bon, maintenant, au niveau du timing, ça dépendra de tous ces facteurs dont j'ai énuméré dans plusieurs de mes vidéos et que je vais couvrir ici aussi. OK? Maintenant, je vais aller partager avec vous l'augmentation des taux directeurs à travers ces différents bourgs pour que vous compreniez un peu l'aspect macroéconomique, l'impact macroéconomique sur les décisions d'investissement. Ce qui est très important, les gars. Parce que si vous comprenez ça, ça vous permet de créer en quelque sorte une certaine conviction. Et quand vous investissez, vous savez pourquoi vous investissez sur certains actifs, OK, ou sur certains véhicules d'investissement. Je suis en train de présenter le graphique des taux directeurs de la Réserve fédérale. Les taux directeurs de la Réserve fédérale, si vous, un instant, bon, vous voyez, je vais faire un peu la même chose, OK? Si vous regardez, pendant le bull run pendant le halving de 2016, le taux directeur était à 0,37%. Donc, ça veut dire que l'accès au crédit ça veut dire que vous pouvez avoir accès au crédit avec des taux d'intérêt de 1%, 0,5%. C'était presque avoir du crédit à zéro. OK? Et si vous regardez le parcours
du taux directeur aggravait sur les 5 années qui ont suivi. Le taux directeur ne dépassait pas les 2,13%. Et après, pendant le Covid, pour stimuler le marché, parce que les gens ne travaillaient pas, il y avait une crise au niveau du supply chain, de la logistique, et il permet aux gens de continuer à vivre décemment. Donc, on a fait en quelque sorte le quantitative easing et les taux directeurs continuaient à baisser. Donc, les gens avaient davantage accès au crédit jusqu'à ce qu'il y ait un moment, le taux directeur était à zéro. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, quand elles gardaient l'argent à la banque, au lieu d'avoir des taux d'intérêt, recevoir de l'argent, au concret, payer l'argent sur l'argent qu'elles gardaient en banque. Okay? C'était le cas en Amérique du Nord. Donc, et après, maintenant, vous voyez la correspondance avec maintenant le taux d'inflation qui a commencé à augmenter. Le taux directeur a aussi commencé à augmenter. Nous sommes à 5,3 aujourd'hui. OK? Pour pouvoir contrer le taux d'inflation, il fallait que la Fed augmente les taux directeurs. Donc, il faut voir cette corrélation entre le taux d'inflation et le taux directeur. Plus le taux d'inflation augmente, la Fed va augmenter son taux directeur pour pouvoir lutter contre le taux d'inflation. Donc, ce sont les mécanismes dont la Fed utilise pour pouvoir contrôler l'inflation et aussi le rôle de la Fed, c'est aussi de créer le plein emploi aux États-Unis. OK? Donc, si vous comprenez toutes ces données, si vous comprenez ces corrélations-là et vous appliquez cette connaissance macroéconomique sur le marché des crypto-monnaies et même le marché traditionnel, par exemple le marché des hypothèques ou le marché des actions, vous allez comprendre pourquoi il y a ces fluctuations sur les marchés. OK? Donc, nous sommes déjà dans le bourron, mais le bourron n'est pas encore parabolique, le bourron n'est pas encore stratosphérique parce que le taux directeur est toujours élevé et le taux d'inflation est toujours élevé. Parce que vous voyez, le taux d'inflation ne fait qu'aller vers la hausse. OK? Maintenant, au niveau des prédictions de la baisse des taux d'inflation, je vais essayer de trouver ce graphique rapidement et le partager avec vous. Un instant, les amis, je demande votre patience. Bon, voici le graphique dont on cherchait. Si vous regardez au niveau des probabilités, s'il y a un micro watch, ça donne en quelque sorte les prédictions sur la baisse des taux directeurs par la Fed. OK? Les gens estimaient qu'en juin, on devait avoir une baisse sur les taux directeurs. Vous voyez que c'est devenu presque négatif. OK? Il n'y aura pas de baisse en juin. Beaucoup de gens anticipaient qu'il y aurait une baisse en juin. Et en juin, pareil, OK, c'est maintenant à 29,4%, moins de 30%. Les gens estiment en quelque sorte que peut-être en septembre, il y aura une baisse. Je peux vous dire, les amis, que s'il n'y a pas, si les taux d'inflation continuent à baisser, on pourrait ne même pas avoir une baisse au niveau des taux directeurs cette année. Donc, c'est une probabilité. Au concret, si on ne fait pas attention, il pourrait avoir une hausse. Parce que s'il y a une crise, s'il y a une crise, par exemple, géopolitique, il faut comprendre la géopolitique. S'il y a une crise géopolitique, par exemple, entre géostratégique aussi, entre euh, euh, par exemple Israël et l'Iran ou bien le Hezbollah, ou bien par exemple, il y a une escalation des guerres entre la Russie et les pays de l'OTAN et que il y a une disruption au niveau de la logistique, de la distribution du pétrole à travers le monde, ça va pousser le taux d'inflation vers la hausse. Et tant que le taux d'inflation augmente et qu'il n'y a pas d'influence politique, par exemple les élections qui s'annoncent au Canada, par exemple aux États-Unis, il est fort probable que la Fed augmente plutôt les taux directeurs. Ici, ça sera un mauvais signal pour les marchés et il y aura davantage de personnes qui vont paniquer et qui sortiront de l'argent sur les marchés. Donc, il faut comprendre ces signaux-là et c'est pour ça que ici, je vous invite toujours à être patient, de ne pas faire les crédits, ok? Il faut juste être patient, ok? Le marché récompense ceux qui sont patients. Ce sont ces éléments-là que je voulais vraiment partager avec vous. Entre autres, on va un peu regarder s'il y a d'autres impacts microéconomiques qui influencent le marché des crypto-monnaies. Pour ce, je vais regarder un peu sur CoinGlass
le nombre de cryptos actifs que détient Grayscale. Vous voyez, Grayscale en une semaine, Grayscale n'a presque pas vendu ses crypto-monnaies. Donc, ça veut dire que la baisse des prix au niveau du Bitcoin n'est plus liée aux autres flows que créait Grayscale il y a environ 2 3 mois. OK? Grayscale n'a pas vendu ses crypto-monnaies récemment. Donc, ses Bitcoins récemment. Peut-être parce que les prix baissent, parce que peut-être une stratégie de vente, par exemple, ça atteint 70 000 ventes, parce que la dernière fois que ça atteint 71 000, ils ont vendu massivement. Ils ont vendu presque 5 000 bitcoins. Donc, ce n'est pas Grayscale qui est en train de manipuler le marché en ce moment. OK? Donc, il faut regarder, il faut un peu regarder aussi ces données microéconomiques. Donc, l'impact sur les marchés n'est pas lié à Grayscale. C'est plus l'impact macroéconomique qui impacte les marchés et l'impact géopolitique, géostratégique qui impacte les marchés en ce moment. OK? Il faut prêter beaucoup attention au niveau du taux d'inflation, le taux d'intérêt et aussi les conflits qui se passent au Moyen-Orient. OK? Maintenant, au niveau des liquidations, nous allons jeter un coup d'œil rapide au niveau des liquidations pour savoir combien de personnes, comment nos traders, les amoureux du trading, se font liquider ces derniers jours. 24 heures. Alors, pendant les dernières 24 heures, il y a 211 millions de dollars liquidés sur le marché. OK? C'est pas grand-chose. Au niveau du Fear and Greed Index, allons regarder la confiance des personnes sur le marché. Parce que le Fear devrait être... Voilà. Nous sommes à 60% Fear and Greed Index. C'est un peu neutre. OK? Donc, un peu comme le marché en ce moment est neutre. C'est pour ça que vous voyez le Bitcoin faire le sideways. Donc, il y a ce conflit entre les vendeurs et les acheteurs et personne ne gagne. Donc, si par exemple le prix commence à baisser, le prix commence à baisser, le Fear Index devrait continuer à baisser aussi. Et si le prix du Bitcoin commence à augmenter, ça sera plus neutre, ça va commencer à progresser en pourcentage. OK? Donc, c'est ces facteurs-ci qu'il faut, à travers lesquels il faut faire certaines analyses pour comprendre le marché va. OK? C'est ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Et en passant, si j'ai le temps samedi, et comme je l'ai annoncé sur le groupe WhatsApp, euh, je vais vous montrer comment gagner passivement de l'argent avec les crypto-monnaies en investissant sur les notes. Et je vais me concentrer, par exemple, sur les notes de Gala. Je vais vous faire une démonstration pratique avec les notes que Salaya a franchi à acheter il y a environ 4 ans. Je vais partager avec vous les revenus qu'on reçoit tous les mois en direct. OK? Ça ne sera pas le genre de personne qui vous dit, oh, on gagne 150 000 francs CFA le mois, on gagne 10 euros par jour. Je vais vous montrer comment ça se passe et je vais vous montrer ces résultats-là live. OK? Donc, si vous avez des questions, les amis, encore vous savez comment me joindre. En tout temps, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.